inviter les différents intervenants à la table ronde à venir participer, avec donc Guirec qui va assurer la modération de cette table ronde. Donc nous avons Maxime Bougoul-Ruissen, responsable de projet accessibilité jeunes adultes et participatif au musée Carnavalet Histoire de Paris. Voilà, merci. Delphine Christophe, chargée des publics au musée d'art et d'histoire de la ville de Dreux, ainsi que Margot Le Rivret, ergothérapeute au centre hospitalier de Dreux, Laure Mailloud, psychologue clinicienne, et Juliette Verga-La-Liberté, hypnologue. Et Marine, j'ai oublié de te poser la question, on a jusqu'à combien de... C'est 16h. Ok. On va essayer. Après, on peut grappiller un peu sur la pause. Hein. Ouais. Ok. Ouais, je suis désolé. Écoutez, rebonjour et merci d'être autour de cette table. En fait, l'idée de cette table ronde, c'est de discuter. Hein, c'est pas d'avoir un rapport intervenant et public. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions également, parce que si on n'a pas de temps de questions à la fin, ça sera un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. On va commencer tout de suite. Je vous propose tout simplement de commencer avec cette première question. Pour vous, dans vos structures ou dans vos pratiques individuelles, à quoi ou à qui faut-il faire attention lorsqu'on parle de bien-être dans le secteur muséal? Et je ne sais pas qui veut se lancer, c'est toujours difficile au départ, mais allez Delphine. Donc je suis Delphine Christophe, ce sera peut-être mieux comme ça. Donc Delphine Christophe, je suis chargée des publics au musée d'art et d'histoire de Dreux. Et donc si je peux répondre à cette question, pour moi en fait ça doit s'adresser à tous les publics. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de... L'accessibilité, c'est pour tout le monde, parce que on peut à certains moments être on peut être d'une manière générale bien portant et subir un moment de fatigue, et donc du coup on se trouve en difficulté, et donc on a besoin d'une facilité dans la vie de tous les jours et aussi dans un musée. Et donc moi je pense que ça doit s'adresser à tous nos publics, qu'ils soient très petits, très âgés, en groupe, en individuel, et que le meilleur moyen d'y arriver c'est quand même la médiation, puisque c'est l'outil d'accessibilité le premier et le plus important. Voilà, comme ça moi c'est fait. Tu veux réagir, Maxime? Je peux peut-être, je ne sais pas si en fait ça marche. Je peux peut-être poursuivre parce qu'on est également un musée. Donc je représente le musée Carnavalet. Je dis on parce que je suis venue accompagner, alors elle n'est pas assise à côté de moi, mais l'art thérapeute qui travaille au sein du musée Carnavalet m'a accompagnée aujourd'hui. Donc Sonia Dupont-Bonamour, elle est assise juste là au premier rang. Et je vais sans doute parfois lui donner la parole. Donc c'est un peu la partie de l'ombre de cette table ronde. Donc moi je travaille au musée Carnavalet Histoire de Paris et à la crypte archéologique de l'Université. Je suis responsable de projets accessibilité, champ social, jeunes adultes et participatifs. Et voilà, pour répondre à la question qui a été posée, je dirais que ce à quoi il faut faire attention, c'est que le bien-être au musée, c'est pas du tout une notion qui va de soi, c'est pas du tout une notion qui est acquise, bien au contraire, et qu'il y a un énorme travail à faire à la fois en termes d'accueil et de médiation pour s'assurer de ce bien-être pour l'ensemble des publics dans toute leur diversité et pour être vraiment à l'écoute de leurs besoins.
Donc par exemple au musée Carnavalet, un des socles qui a été fondamental pour mettre ça en place, c'est la rénovation du musée. Qui est déjà venu au musée Carnavalet pour me faire une idée? Ok, quand même quelques personnes. Donc le musée Carnavalet, c'est le musée de l'histoire de Paris. Ça raconte l'histoire de Paris de la préhistoire à nos jours. C'est un musée qui est le plus ancien musée municipal et qui a connu une rénovation très importante entre 2016 et 2021. Cette rénovation, en fait, elle a permis de mettre en place un certain nombre d'outils. J'avais prévu des images, mais du coup, c'est pas possible, mais c'est pas grave. Vous viendrez, c'est un musée qui est gratuit, donc il faut vraiment pas hésiter. Vous pouvez même venir pour 30 minutes. On a fait un gros travail sur la notion d'accessibilité universelle de notre parcours des collections permanentes et on a mis en place de nombreux outils qui sont présents et qui sont au départ en fait tous pensés avec un point de départ, une typologie de public, mais qui ont pour enjeu en fait de venir être utiles à différents publics. Je m'explique un petit peu. On a par exemple nos textes de salle. Les textes de salle, c'est les grands panneaux, les grands textes qui introduisent chaque thématique de salle. Ils ont tous un pendant en texte simplifié. Donc on a à la fois le texte plus détaillé et puis ensuite un pendant en texte simplifié qui est surimprimé en braille et illustré par un dessin tactile et qui est également traduit en anglais et en espagnol, ce texte simplifié. Donc au départ, bien sûr, ça a été pensé pour les personnes en situation de handicap, mais ensuite l'objectif c'est que ça puisse aussi être bénéfique pour toutes sortes de publics. Donc je pense notamment au public famille. Nous on a beaucoup de personnes qui sont des personnes migrantes en apprentissage du français aussi qui viennent au musée, surtout qu'on est un musée d'histoire, donc il y a des enjeux d'apprentissage de l'histoire de France, des enjeux de citoyenneté. On a aussi d'autres typologies bien sûr d'outils. On a par exemple des cartels enfants qui ont la particularité à la fois d'avoir un texte enfant, d'être l'unique cartel de l'œuvre. On ne dédouble pas les œuvres qui ont un cartel enfant. On n'a pas deux cartels, le cartel pour les adultes et puis le cartel enfant. On essaye vraiment que tous les publics trouvent dans ce cartel enfant les contenus utiles sur l'œuvre que le cartel accompagne. Et c'est des cartels en fait qu'on a choisi de faire illustrer par des enfants, avec une notion aussi de participatif qui est introduit dans le parcours permanent déjà. Et c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, les projets participatifs, dans nos choix de médiation. Et donc ces cartels enfants, illustrés à chaque fois par un enfant, une seule participation par enfant. On n'a pas choisi les dessins selon ce qui nous plaisait, c'est vraiment, on a fait une liste très précise des œuvres qui allaient être illustrées par ces dessins d'enfants. Et on a choisi le dessin de l'enfant qui avait participé et on n'a pas cherché autre chose. C'est vraiment du vrai participatif. C'est pas le choix du service des publics. Et donc voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ces cartels enfants, ils servent à la fois pour les personnes qui viennent en famille, mais aussi pour de nombreux autres publics, notamment les publics peu familiers des musées, pour lesquels ça apporte une autre perspective. Les publics qui viennent au musée, qui peuvent avoir l'habitude, mais qui peuvent être fatigués pour une raison ou pour une autre ce jour-là, etc. Et tous nos outils, en fait, sont pensés de cette façon-là, puisqu'il y en a beaucoup d'autres, mais je ne vais peut-être pas prendre trop de temps de parole. Je vous invite vraiment à venir voir. Et donc, c'est pour dire que tout ce parcours, ça visibilise aussi tous ces publics-là et la vraie diversité de besoins qu'on peut avoir chez les différents types de publics. Et le fait qu'on a besoin de mettre en place une médiation très consciente et très attentive pour pouvoir accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Voilà, et puis le deuxième sujet, pour moi, c'est la formation qui est très importante, qu'il faut mettre en place, à la fois pour les équipes de médiation et pour les équipes d'accueil. Voilà. Merci Maxime. Justement sur ce côté formation, peut-être Laure, vous voulez suivre sur à quoi faut-il faire attention, peut-être aux professionnels aussi, dans un premier temps, pour pouvoir, Margot, et puis Juliette après, n'hésitez pas à rebondir. Alors en formation, il y a ce de ce DU qui vient de s'ouvrir l'année dernière, donc Sonia était une des étudiantes de cette première promotion cette année. Donc moi en fait, je ne suis pas du monde du musée, moi je suis du monde de la clinique, du soin, je suis psychologue clinicienne. Et en fait, vous parliez de besoins, et moi je vais parler de l'autre côté du désir en fait. C'est-à-dire que j'ai créé une nouvelle manière de soigner qui s'appelle les prescriptions culturelles en 2018.
Et donc je suis entourée de scientifiques, neurologues, Pierre Lemarquis, entre autres, épigénétique, Andras Padi à l'école pratique des hautes études, et bien d'autres sérieux, comme ces deux personnes. Et en fait, c'est de la contemplation d'une œuvre avec laquelle on est en empathie. Donc ça peut être une œuvre d'art, une œuvre musicale, une œuvre dansante, une œuvre même parfumée. Tout à l'heure, je ferai un éclat de beauté pour vous avec un poème. Et en fait, j'ai créé donc des artothèques et des poéthèques, mises en conversation. Une œuvre originale dans la chambre du patient avec un poème. Ça, c'est très important, cette mise en conversation d'un tableau avec un poème. Vous élargissez l'espace imaginaire du soigné au travers de cette contemplation. Et en fait, moi, j'ai créé des artothèques au bord de la ville de Lyon. Là où on parle de public éloigné, de public empêché, donc au bord de la ville qui est presque au bord de la campagne. Et le nombre de soignés qui me disaient « Ah non, mais moi, en fait, c'est pas pour moi. Moi, je ne suis jamais allée au musée, moi. » Mais je dis « Mais l'art est pour tout le monde. La beauté artistique est pour tout le monde. » Et donc là, en fait, je suis passée d'une stimulation du désir pour aller vers après un besoin du soigné. C'est-à-dire que le soigné est passé de sa posture de soigné pour être en posture de contemplatif, je dirais, de l'œuvre au musée. Je vous raconte, moi j'ai plein d'histoires, de belles histoires à vous raconter. Et les belles histoires, c'est quoi? C'est des histoires qui sonnent justes. À l'hôpital, c'est très très difficile ce qui s'y passe. Et là, une dame un jour me dit, voilà, j'ai divorcé, je n'ai plus ce tableau que j'avais dans ma chambre le temps de mon hospitalisation, je vais être très frustrée, voilà, cette fameuse frustration. Et donc je dis, vous savez, dans toutes les villes, vous avez des artothèques, parce qu'elle ne pouvait pas s'acheter une œuvre, vous avez les galeries aussi, si vous ne pouvez pas aller au musée, etc. Donc il y a des possibles qui s'opèrent. Et je dis souvent, en fait, donc les prescriptions culturelles, c'est des invitations à contempler ce que vous aimez, dans laquelle vous êtes en empathie esthétique, comme dit Pierre Lemarquis, ce ressenti de l'intérieur. Et là, aujourd'hui, il faut être très prudent. C'est pour ça qu'on a créé un diplôme universitaire. C'est que parfois, je ne fais pas de prescription culturelle. C'est contre-indiqué. La personne est tellement fragilisée psychiquement et physiquement que libérer ses neurotransmetteurs, c'est impossible. Donc, il y a un jour, je discutais avec une directrice d'un musée et je lui disais, mais en fait, voyez-vous, je ne veux pas, par exemple, un tableau de Bacon. C'est contre-indiqué dans une chambre d'hôpital. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'était parfait, merci. Juliette, vous avez eu affaire aussi à ce genre de... Est-ce que ça fonctionne? Alors, je pense qu'il est éteint. Il est allumé. Celui-ci, voilà. Moi, j'ai sourié quand vous en parliez parce que c'est la prescription tâche. Ça fait partie d'une vieille tradition de l'hypnose érectionnelle. Et donc, bien avant d'intervenir sur des visites immobiles ou hypnotiques dans les musées, c'est quelque chose que je pouvais faire avec les personnes que j'accompagnais en cabinet. Alors les deux grands axes, c'était la nature et l'art directement. Et une fois, alors ce que j'ai été étonnée, moi je ne suis pas soignante, voilà. La prescription était prise très au sérieux parce qu'elle venait de l'accompagnement. Et le retour était passionnant pour moi. Et par ailleurs, j'entendais tout à l'heure Maxime sourire en disant « Venez passer une demi-heure au musée, c'est gratuit ». Quand j'ai fait des visites, au départ, c'était dans les institutions muséales, parce que je suis très service public. Et puis ensuite, j'ai été invitée dans des galeries ou des fondations privées, où les gens viennent gratuitement. Et vous voyez, entre les deux, mon cœur balance, parce que ce qui était important à côté du cabinet, c'était de recevoir tout le monde à ces visites. Des personnes qui n'ont pas une souffrance mentale et qui ne viennent pas se faire accompagner, qui viennent passer un bon moment. C'est ce que tu disais dans les châteaux. Ils viennent passer un bon moment et en même temps avec cette conscience très forte que ce qu'ils présentent de fonctionnel, voire de très fonctionnel, et ça je l'avais découvert au cabinet, ne dit rien de leur santé psychique et quasiment rien de leur santé physique, puisqu'il y a cette question de tout ce qui est handicap ou empêchement absolument invisible. Et donc c'était un lieu pour pouvoir rencontrer les personnes autrement. Voilà, après il y a toute une histoire qui fait que ça fait logique dans mon propre parcours, mais cette idée de la prescription culturelle que je découvre honteusement un petit peu aujourd'hui, je suis ravie d'entendre ça.
Et c'est vrai que c'était la grande histoire d'Erikson, c'est dans un jardin botanique. C'est ces histoires un peu magiques où il envoie un couple d'alcooliques au jardin botanique observer des cactus. Donc quand on pratique, ça semble un peu étrange son histoire de prescription, mais voilà, dans la relation, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc je suis très curieuse. Margot, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce à quoi il faudrait faire attention avant tout au sein du musée, et puis peut-être qu'on pourra aller ensuite sur le premier pas. Alors bonjour, pareil, je suis pas sûre que ça fonctionne. Si, c'est bon. Moi je m'appelle Margot Lerivet, je travaille comme ergothérapeute au service de psychiatrie générale à Dreux, dans le centre hospitalier. Et nous, nos médiations en fait, qu'on fait au sein du musée avec Delphine, le principe c'est que moi je sélectionne avec l'équipe médicale et avec les médecins et infirmiers, aides-soignants, tous ceux qui font partie de l'équipe, on sélectionne un groupe de patients qui va pouvoir bénéficier de plusieurs séances au musée. Et en fait, moi c'est une des premières choses à laquelle j'ai pensé en voyant la question. À quoi moi je fais attention quand on parle de bien-être, c'est au retour des patients. C'est à leur témoignage, c'est que ce soit au cours de la séance ou après la séance ou après plusieurs séances ou même au-delà, même à travers l'exposition en elle-même, où en fait chacun vient témoigner de l'impact qu'a eu cette relation avec les œuvres, cette rencontre avec Delphine et cette fréquentation au musée, même si c'est un musée d'art et d'histoire de la ville de Dreux, enfin il y en a plusieurs, mais il est quand même parmi les plus connus. Mais malgré tout, en fait, il y a bon nombre de patients qui n'avaient pas du tout connaissance de ce musée et qui passent les portes du musée pour la première fois, grâce, entre guillemets, à l'hospitalisation par le biais des soins. Et en fait, c'est vraiment cette expérience-là que nous, en fait, on valorise et qu'on prend note, parce que c'est avec leur retour et c'est parce que ça s'adresse à ce public, à ces usagers, qu'en fait ça nous sert et ça nous nourrit aussi au fur et à mesure des années pour nous adapter, pour nous questionner et puis pour continuer d'avancer. Et merci. Et est-ce que vous pouvez du coup nous dérouler un peu tout cet historique autour de Premier Pas et jusqu'à l'évaluation, parce que Margot, on pourra y revenir aussi sur la manière dont tu évalues les besoins pendant. On en avait parlé dans nos discussions. Alors, Premier Pas, c'était la 13e édition cette année. On est très fiers. On est très fiers parce qu'en fait, c'était un partenariat ville-hôpital. Ça a commencé comme ça, par une discussion. Tiens, pourquoi pas des patients du pôle santé mentale à l'hôpital? Oui, pourquoi pas. Donc moi, je faisais de la médiation, j'avais fait de la médiation avec des adultes d'un ESAT, mais c'était très ponctuel, pourquoi pas. Donc je me suis lancée, ça a marché. On a ensuite continué, donc en fait je les recevais une fois par semaine. C'est toujours un groupe, alors ça fait 13 ans, on attaque la 14e année officielle, donc ça fait un peu plus longtemps que ça, mais donc on opère toujours à peu près de la même manière, avec un groupe de patients accompagnés de soignants évidemment. Je ne suis pas art-thérapeute, je suis médiatrice, donc moi s'il y a un souci avec un patient, je ne saurais pas très bien le gérer. Et donc il y a une partie qui se déroule dans les salles du musée et une partie atelier. Une partie pratique artistique, c'est très important parce que en fait l'idée c'est que le groupe s'approprie les œuvres et d'abord n'aie pas peur d'approcher les œuvres et ensuite se les approprie et les interprète à leur manière, que ce soit devant elles ou alors à l'atelier. Et donc à l'atelier, on peut retravailler d'après une œuvre, on travaille aussi beaucoup la mémoire. Et on fait aussi de la création libre, mais voilà, l'idée c'est que le participant à l'atelier se lâche, que ce soit devant l'œuvre ou à l'atelier. Et très important aussi, les soignants participent au même titre que les patients.
Comme ça, en fait, tout le monde est dans la même difficulté. Enfin, c'est pas difficile. Voilà, fait la même expérience. Mais moi, ça me permet en fait d'avoir, c'est très important pour moi, parce que ça me permet d'avoir un relais auprès des patients qui ne me connaissent pas. Alors même si pour eux, je ne suis pas soignante, hein, je n'ai pas la blouse blanche, on n'est pas à l'hôpital, etc. Mais on ne se connaît pas, donc il faut créer des liens. Et donc pour moi, c'est très important que les soignants participent aussi, parce que ils peuvent très bien me dire non mais là on n'a rien compris à ce que vous avez demandé, donc je reformule, et donc en reformulant, voilà, le reste du groupe va prendre ce qu'il a envie de prendre, enfin il va comprendre autrement. Et donc, donc les premières années on a vite pensé que ce serait bien de parler de ce que l'on faisait avec l'hôpital, de parler de ce partenariat, et aussi de remercier les patients de participer à ces ateliers. Et donc, on a très vite décidé de monter une exposition. Et ça pouvait poser problème au niveau des soignants. Enfin, Margot l'expliquera mieux que ça, mais voilà, d'exposer son travail. Enfin, c'est déjà pour un artiste, c'est une démarche parfois un peu compliquée. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut l'être encore plus. Et puis finalement, ça fonctionne très bien et tout le monde est toujours très content, que ce soit le public et les patients d'abord, en premier évidemment. Ils ont possibilité de signer ou non leur création, de mettre un pseudo, enfin ouais, donc on ne les reconnaît pas du tout. Après, s'ils ont envie de se prendre en photo devant et de dire c'est moi qui l'ai fait, ils ont le droit aussi. Voilà, ils sont propriétaires de leur création. Et c'est je pense que le premier pas, c'est un moment où en fait, on se fait plaisir. Mais on leur rend hommage en premier. Je sais pas, c'est pour eux. Voilà, ils ont fait ils ont participé à cette expérience. Enfin, pour eux, ça peut l'être, mais donc ils ont participé à ces ateliers. Et donc, c'est les remercier, en fait. Cette exposition, c'est un remerciement. Bon, après, je pourrais vous détailler les visites, hein, mais je ne sais pas si Margot, tu veux dire quelque chose au premier pas avec le Soft Creation. Oui, et puis de dire aussi que c'est avant tout des rencontres humaines, parce qu'au fur et à mesure des années, en fait, le corps soignant change, les équipes bougent, etc. Heureusement, on a toujours Delphine comme référente de médiation. Mais c'est vrai que ça nous permet au fur et à mesure des années de continuer à profiter de ce partenariat, à profiter de ces médiations. Et quand je dis profiter, j'en parle par expérience, parce que c'est autant de bien-être pour moi que pour les patients qu'on accompagne. Et puis, je ne sais plus quoi je voulais dire. Oui, c'est que du coup, ça nous permet aussi de développer d'autres types de partenariats, et notamment des demandes de financement, parce qu'on a profité aussi des appels à projets DRAC, ARS, pour pouvoir aussi fonctionner dans les débuts, si je ne dis pas de bêtises. Puis après, on a trouvé d'autres types de financement, parce que le fait d'être pérenne et d'être inscrit au fur et à mesure des années, et d'être encore là 13 ans après, on ne répondait plus forcément au cahier des charges qui était attendu. Mais c'est vrai que ça nous permet aussi de nous renouveler, de nous diversifier. Et cette année, pour notre édition, notre 13e édition, on a pu créer aussi un autre projet à côté, où on a fait venir une artiste sur le service. Donc là, c'était du dans les murs, alors que le musée, c'est du hors les murs. Donc on n'est pas sur les mêmes objectifs, on n'est pas sur les mêmes motivations, mais malgré tout, on est sur une complémentarité des offres culture, santé et puis soins qui nous permettent en fait de toucher un plus large public, parce que les patients qu'on emmène nous au musée répondent quand même à une certaine stabilisation ou en cours de stabilisation, pour créer cette ouverture vraiment sur l'extérieur, sur la vie, sur la psyché. Alors que là, d'avoir quelqu'un dans nos murs, on pouvait même permettre à certains patients de passage, juste quelques minutes, de profiter d'un temps de création, de médiation, d'une relation avec l'artiste, et de créer vraiment ce concept jusqu'à l'exposition. Oui, où on a mélangé ce travail fait avec l'artiste et les créations faites pendant l'année avec les autres patients. Justement, Margot, lors de nos discussions, on a un peu discuté d'évaluation, et tu expliquais que il y avait un vrai travail avant de
de perception des besoins, et des fois tu disais bah non, cette personne-là elle va pas aller à premier pas parce qu'en fait elle n'est pas en phase de stabilisation du tout, et ce qui te permettait ensuite d'évaluer aussi si ça fonctionnait en cours de route. Oui. Je ne sais pas si tu veux un petit peu détailler ce... Là on rentre un petit peu plus dans mon profil de métier, c'est que en fait l'ergothérapeute rencontre la personne et est censé justement avoir cette vision holistique, en comprenant qui elle est, d'où elle vient, quelle est son histoire, mais aussi aujourd'hui quelles sont ses problématiques liées à sa santé et à toutes ces situations de handicap qu'elle peut rencontrer au quotidien. Et c'est pour ça que nous, on a cette évaluation de la personne hospitalisée et des différents besoins qui pourraient être répondus grâce aux différentes activités thérapeutiques, dont le musée fait partie, mais on a aussi tout un panel de choses qui sont proposées dans le service, mais aussi en dehors du service. Et c'est pour ça que nous, au fur et à mesure des années, on arrive aussi à avoir cette expérience de à quel moment on propose le musée, à quel moment c'est le plus favorable pour la personne, quel type d'objectif on va pouvoir amener, si c'est l'estime de soi, si c'est plutôt de l'affirmation, si c'est juste ce côté ressortir sur l'extérieur, faire un pas dans un lieu de culture citoyen, ouvert à tous, mais relativement sécure parce qu'on est un petit groupe, on est accompagné, c'est sur 2 heures de temps de médiation, donc il y a une temporalité aussi qui s'inscrit. Enfin, on peut évaluer beaucoup de choses. Après, c'est ce qu'on disait, moi j'ai pas d'outils à proprement parler aujourd'hui, c'est beaucoup d'évaluations subjectives et puis des évaluations qu'on fait après au cours des transmissions écrites ou orales au sein des équipes. Mais c'est vrai que moi je me repère un peu à des indicateurs. Donc c'est la participation de la personne, est-ce que oui ou non elle a répondu aux exercices que Delphine nous propose, sa capacité à échanger aussi avec le groupe ou avec Delphine ou avec ceux qui sont au musée au niveau des agents, et cet accès à l'atelier au niveau de la création, cet accès à l'imaginaire, à la créativité, au lâcher-prise. Moi ça reste mes indicateurs en fait pour savoir si oui ou non la médiation a fonctionné, si elle a apporté tout son potentiel, et si j'ai des choses à réajuster avant d'en proposer une nouvelle, ou alors si on va revenir sur autre chose. Ok. Juliette, c'est des indicateurs que toi aussi tu as utilisés dans le cadre de tes propositions à Cluny ou Macval? C'est qu'au départ, à Cluny, puis au Musée français de la photo, mes interventions, comme c'était nouveau et qu'il fallait convaincre les financeurs, elles étaient évaluées systématiquement par différents modes. Et l'évaluation, c'était un peu 5 questions qui consistaient à est-ce que c'est différent de l'habitude, est-ce que vous le conseillerez à quelqu'un, et c'est pas très intéressant. Dans d'autres cadres, des cadres de week-end ou de formation, on a des espèces de toiles d'araignée d'évaluation de l'expérience de modification d'état de conscience. Alors, ça s'adapte au musée, ça va être un état de présence, ça va être un état d'attention, peu importe comment on appelle ça, qu'on peut donner aux personnes, mais pas dans le cadre des visites, parce que quand on me l'a demandé, j'ai distribué mes fichiers de questionnaire en sortant, ou des trucs avec des QR codes à flasher, ou des choses comme ça. Mais ensuite, pour moi, c'est la négociation sur les visites, et aujourd'hui c'est accepté partout, mais pour les premières, ça a été une discussion, c'était que le prix qui est donné par le musée, quel qu'il soit, c'est très différent d'un musée à l'autre, mais moi j'ai pas la main dessus, comprennent l'entrée au musée. Et au départ, c'était pas l'idée. Au départ, les gens payaient pour juste l'expérience. Et pour moi, c'est important de terminer la session par ce que j'appelle mon open source, c'est-à-dire rappeler, donner la structure de ce qu'on a fait, inviter les personnes qui en ont le temps d'aller l'expérimenter plus loin dans le musée sans moi. En fait, l'idée, c'est vraiment de toucher quelque chose et puis après, en fonction de l'intérêt. Donc, cette évaluation araignée dont je parlais, pour moi, je n'en ai pas besoin dans ce cadre-là. Vraiment pas. Et les endroits où j'ai travaillé, qui ont fait appel à moi, voilà, l'évaluation était du type que je présentais. Donc, il n'y avait pas dans l'évaluation une question qui aurait dit dans le cas où vous aviez une souffrance dissimulée ce matin, est-ce que vous vous sentez mieux en repartant en fait? Donc ça, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que souvent, ce qui se passe à la fin d'une visite, c'est qu'il y a quelques personnes qui restent un peu comme ça autour, qui ont envie de rester et qui finissent par témoigner.
Et donc c'est comme ça, c'est un peu du recueil de témoignages, mais subjectif. Et donc moi, il y a des choses que je retiens davantage, qui sont de belles histoires, qui sont comme des petits trucs qui brillent comme ça, là, des petits joyaux, parce que les gens témoignent de choses qui sont touchantes. Mais il n'y a pas d'évaluation réelle, et très clairement, l'évaluation qu'on m'a demandé par la première année de distribuer, c'était une évaluation de est-ce qu'on va remplir nos visites, enfin, je veux dire, voilà. C'était pas sur l'effet bénéfique, bénéfique ou réjouissant sur les personnes. Et avant d'aller sur l'art-thérapie à Carnavalet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette structure? Tu parles de structure et de nous décrire un petit peu ce que tu as fait, par exemple au McVal dernièrement. Alors, le McVal, c'était un peu une première, et j'avais la chance de pouvoir le proposer, puisque c'était déjà avec Anne-Sophie Grappin que j'avais créé pour la réouverture de Cluny. Et donc, moi, j'avais très envie, parce qu'une des choses que je défends, c'est que cet état d'attention qu'on gagne avec l'hypnose, c'est pas un truc super fragile où si quelqu'un passe à côté, c'est perdu, que c'est quelque chose qu'on retrouve, et techniquement, ça existe chez nous, ça s'appelle la fragmentation. Plus les gens entrent et sortent de l'état, et plus c'est efficace. Donc voilà. Et donc l'idée, c'était de pouvoir faire un parcours et de choisir moi les œuvres, je dois bien le dire, j'avais envie de ça. À ce moment-là, et de pouvoir avoir plus long, un temps plus long, parce que c'est très compliqué, c'est à mon endroit, on me demande de faire ralentir les personnes pour contrer le manque d'attention, mais en même temps, en 45 minutes, il y a des choses qui sont comme ça, un peu paradoxales. C'est ça être adulte, il faut tenir les paradoxes les uns ensemble, plusieurs. Et là, c'était la possibilité, donc c'est un parcours, les gens sont accueillis, parce que ça c'est la première chose, c'est prendre un temps pour les accueillir, sont accueillis devant une première œuvre, et puis il y a 5 œuvres comme ça, avec un temps équilibré, et moi ça m'amusait de faire coïncider des pratiques hypnotiques avec l'œuvre qui correspond. Alors c'est un plaisir pour moi-même, voilà, mais j'ai la croyance que ça se sent dans l'expérience que l'on vit, c'est-à-dire que de toute façon les gens ne viennent pas passer 3 jours, ça c'est quand ils viennent en stage, donc tout ne peut pas être dévoilé, tout ne peut pas être dit, mais que ça sera d'autant plus fort qu'il y a une résonance entre les outils que j'utilise et l'œuvre qui est en face d'eux. Voilà. Et ensuite, juste par rapport... Non, c'est ça. Et la structure, ce que je leur donne à la fin. Hein, c'est une structure très simple pour s'installer dans ce qui est de l'ordre d'un focus fort sur une partie de l'œuvre. Mais quand je dis une partie, c'est un point. C'est vraiment l'induction millénaire sur un point. Et l'idée, c'est d'être dans un aller-retour avec... L'idéal étant de réussir à le tenir dans le même temps, entre une relation à soi et une relation à l'œuvre. Voilà. Après, les hypnoses, les pratiques sont différentes, certaines sont historiques et certaines sont différentes, mais l'idée c'est d'aller vers une hypnose relationnelle qui affirme qu'on ne peut être en relation avec le monde, les autres, que si on est en relation avec soi dans un temps. Et ce qui est touchant quand on s'adresse à un public généraliste, c'est que on a tendance à parler de personnes très autocentrées peut-être, mais les personnes passent très rarement du temps en leur propre compagnie. On peut voir que c'est inconfortable pour elles, on peut voir que c'est émouvant, qu'il y a de la gêne face aux émotions, et ça, voilà, le vivre en dehors d'un endroit où les gens viennent chercher de l'aide. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Oui, vas-y, voir si tu peux réagir. Oui, par rapport à cette évaluation. Alors c'est très compliqué d'évaluer le subjectif, en fait. L'alchimie humaine, c'est difficile de le quantifier. Hein. Donc ça, c'est vraiment une difficulté de notre part. Mais quand même, donc là, par rapport à l'hôpital Femme, Mère, Enfant qui est à Bron, donc j'ai créé une artothèque avec l'équipe soignante, une artothèque, une poéthèque. Et en fait, j'ai créé un questionnaire de satisfaction. Donc, après la conversation, en fait. Je ne parle pas de consultation, je parle de conversation.
Et à chaque fois. Quand même, il y a un détail important, c'est que je ne vais pas dans la chambre, c'est sur prescription médicale que je fais une prescription culturelle. D'accord ? Donc avec Nathalie, avec qui on travaille, prescription médicale muséale, c'est le médecin qui prescrit une invitation au musée. Là, c'est une invitation donc une prescription médicale, mais c'est le soigné qui va faire sa prescription culturelle, qui va choisir. Voilà. Et bien voyez-vous, donc quand il y a vraiment ces conditions, ces précautions médicales, et ben à chaque fois, ce questionnaire est d'une grande satisfaction. Et même pour moi, parce que vraiment l'objectif c'est de rendre vraiment, tu parlais tout à l'heure, moi je parle de cocon en fait. À chaque fois il y a une métamorphose qui se crée au cœur de la chambre de l'enfant, souvent donc avec un proche qui est ses parents. Et à l'unanimité, parce qu'il y a ces précautions préalables, et ben ils me disent, mais j'ai une dernière question et je leur demande, est-ce que cette initiative, vous aimeriez qu'elle se distille dans d'autres services ? Et à chaque fois, un cri du cœur, mais bien évidemment que d'effacer un mur blanc et que d'avoir un espace où l'imaginaire peut se projeter, pas qu'avec son proche, mais aussi avec les soignants. Des histoires merveilleuses qui s'opèrent, où ce lien d'attachement va se créer entre le soigné, le proche et le soignant. Voilà. C'est, donc le questionnaire de satisfaction, est-ce que vous vous sentez mieux et au niveau psychique et physique. Et là, pas plus tard que la semaine dernière, il y a une maman, donc je prends des nouvelles après, je prends toujours le numéro de téléphone pour avoir des nouvelles de l'enfant, parce que bien évidemment qu'on est attaché, il se passe quelque chose de merveilleux dans ce temps d'une heure à peu près de conversation. Et il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, une maman me dit, vous savez, j'hybride. Moi je dis son prénom. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils veulent dire leur prénom. Ils veulent dire même leur nom. Et si j'ai le temps, je vous lirai une lettre d'Agnès Piessa qui veut dire son nom pour faire avancer le soin avec nous. Et cette dame me dit, vous savez, j'hybride, hier soir, il avait des troubles du sommeil, et voyez-vous, cette nuit, il a très bien dormi. Et il dit à sa maman, le lendemain matin, maman, le tableau m'a protégée. Voyez, j'ai encore les frissons, parce que c'est tellement beau, c'est tellement juste. Voilà, donc il faut composer. Juste une chose, j'ai créé un autre projet pour des patients en fin de vie, en gériatrie. Et donc là, des projets sur 3 ans. Et là, on a fait une évaluation clinique avec médecin. Donc avant la consulte, avant la conversation, pendant et après. Donc quelqu'un d'extérieur qui est venu évaluer et les résultats sont 100% positifs. Donc voilà, c'est encourageant pour l'avenir du sang. Complètement, merci Laure. Je reviens vers toi Maxime, parce que là en fait on voit que les musées, pour développer le bien-être, quel qu'il soit, en fait ont besoin de faire appel à des voies différentes. Toi tu as fait appel à une art thérapeute. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet avec Bien sûr. J'ai envie de faire un petit détour avant, si je peux, pour rebondir un petit peu sur les échanges. Est-ce que je pourrais prendre ce micro-là, parce que j'avoue que je suis pas très confortable là. Voilà, comme ça je vois tout le monde, c'est plus facile. En fait, je voulais faire un petit détour parce que dans les échanges très intéressants que je viens d'entendre, d'écouter, il y avait un petit peu une notion, en fait, 2 notions différentes, j'ai trouvé, qui venaient s'illustrer, enfin que nous, en tout cas, on distingue, qui était d'un côté la notion de bien-être et de l'autre la notion de mieux-être. Nous, on fait un distinguo entre ces 2 notions au sein du musée Carnavalet. Le bien-être, on l'axe plutôt sur le plaisir, sur la détente, et on est plutôt dans un cadre de visite soit sensible, soit de visite bien-être du type visite méditation, et on est plutôt sur quelque chose d'assez ponctuel. Je peux donner quelques exemples de cette proposition-là déjà. Par exemple, on mène un projet, alors le musée Carnavalet, c'est un établissement municipal, donc on est rattaché à l'établissement public qui gère les 14 musées de la ville de Paris, qui s'appelle Paris Musée. Et donc on a certains projets qui sont transversaux. C'est le cas par exemple d'un projet qui s'appelle Bulle d'art, qu'on mène avec l'APHP, donc l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Bulle d'art, on le mène non seulement au sein de Paris Musée, mais aussi avec le Fonds d'art contemporain Paris Collection. Et donc en fait, on a des œuvres originales qui vont dans les hôpitaux, avec des séances de méditation devant les œuvres pour les patients, au sein de l'hôpital où ils sont suivis,
Et on a ensuite des temps hors les murs, du point de vue des hôpitaux, dans les murs pour nous, avec des visites méditation au sein de différents musées, donc notamment le musée Cernuschi, le musée d'art moderne de la ville de Paris et le musée Carnavalet. Donc ça concerne un grand nombre d'hôpitaux et c'est souvent des groupes qui sont amenés à venir une seule fois au musée. Ça, on est plutôt dans un cadre de bien-être. On a aussi des visites bien-être ou des visites sensibles pour nos publics. On a par exemple des visites divinatoires. C'est des visites à partir du tirage de tarot, donc c'est assez original. C'est vraiment une visite sous forme un petit peu de jeu où on tire des cartes, mais qui viennent en fait faire appel à une sorte de maïeutique où la comédienne qui anime ces visites à la fois tire les cartes, mais en fait ensuite fait naître des liens entre les ressentis des personnes, les cartes et les œuvres. Donc nous, on est un musée d'art et d'histoire, donc il y a la double dimension historique et artistique. Donc c'est tout un travail, mais en tout cas, ça fait vraiment appel à cette dimension d'interprétation et d'appropriation dont parlait aussi Delphine. Voilà, on a aussi un week-end bien-être avec des propositions du type yoga, méditation, les visites pour les tout-petits aussi qui font beaucoup appel à une dimension sensorielle. Et voilà, et là c'est vraiment des visites plaisir, détente, où effectivement la seule évaluation elle est assez subjective et c'est ce que disait Juliette, c'est aussi les personnes qui restent à la fin et qui vont s'exprimer. Rien que le fait déjà que les personnes aussi s'expriment ponctuellement et envie de rester et manifestent leur contentement, mine de rien cette expression spontanée, c'est déjà un signe que la visite a été une réussite, a été un bon moment pour les publics. Donc nous, on ne met pas de questionnaire en place à ce moment-là. Et donc je distingue cette notion de bien-être qui englobe un peu toutes ces propositions avec une autre notion qui est la notion de mieux-être chez nous. Et dans le mieux-être, on inclut l'idée d'une démarche de soins, d'inscrire le musée dans une démarche de soins. Et là, on est dans du travail, bien sûr, avec des professionnels du soin qui, là, en fait, ont un suivi personnalisé de chaque personne et c'est eux qui peuvent nous appuyer et qui peuvent mener cette évaluation. Et donc c'est dans ce cadre-là notamment qu'on développe un projet d'art-thérapie à long terme. Tu parlais aussi tout à l'heure de notion de court terme, long terme. Voilà, donc en tout cas pour notre projet d'art-thérapie et pour en dire plus, c'est un projet qu'on a démarré en novembre 2022. C'est Sonia qui m'a contactée. On cherchait en fait une visite qui soit adaptée pour les publics en situation de handicap. On était un peu perplexe au début sur l'idée d'art-thérapie dans un musée d'histoire et d'art, et notamment parce qu'un musée d'histoire, on s'est dit, est-ce que ça a du sens de faire de l'art-thérapie dans un musée d'histoire alors qu'on en voyait bien l'intérêt dans un musée uniquement d'art ou de beaux-arts ou d'art moderne. Et c'est vrai que Sonia a su nous convaincre et on ne regrette pas. On s'est rendu compte vraiment que justement, comme nos œuvres ont cet angle en fait très... beaucoup de personnes peuvent se reconnaître en fait dans nos œuvres parce que c'est des œuvres qui parlent de comment on vit au quotidien dans une ville. Et donc en fait tout ça bien sûr ça vient générer beaucoup d'émotions, beaucoup d'interprétations possibles et c'est ça qui va en fait permettre de en fait justement produire des ateliers d'art-thérapie qui ont beaucoup de sens en lien avec nos collections et qui ont toujours pour point de départ nos collections. Donc on a commencé en fait ce travail-là en 2022. En 2022, on a eu un premier partenariat avec un IME, l'IME Cours de Venise, qui accompagne des enfants et adolescents, voire même jeunes adultes, qui ont des troubles du spectre autistique. Et donc ça a été notre premier partenariat. Ensuite en 2023 on a eu un second partenariat, cette fois-ci avec un autre institut, donc un IMP cette fois-ci, qui accompagne des jeunes qui ont des troubles du langage. Et tous ces partenariats, on les a gardés. C'est des partenariats de long terme et on souhaite vraiment garder, enfin de long terme. Pour l'instant, on va dire c'est du moyen terme. On est à la deuxième session au deuxième cycle avec chacun d'entre eux. Mais on a vraiment un objectif de garder les mêmes partenariats et de venir ensuite enrichir avec des nouveaux partenariats. Et ça a été rendu possible en 2024 grâce à l'obtention d'un financement, d'un fonds de dotation qui s'appelle Entreprendre pour aider. Ce qui nous intéressait vraiment, c'est qu'ils ont une expertise en fait dans le domaine de la santé et particulièrement de l'art-thérapie. C'est pour ça qu'on a aussi choisi de démarcher ce fonds de dotation-là. On a pu obtenir un financement sur 3 ans et ça, c'était vraiment assez intéressant pour nous comme point de départ d'une professionnalisation du musée dans la proposition d'ateliers d'art-thérapie, particulièrement pour nous, destinés au public avec des troubles psychiques.
mais pas que. On continue en fait d'accompagner des publics notamment en situation de handicap mental, mais en tout cas l'enjeu c'est aussi de développer l'accueil des publics avec troubles psychiques. Donc voilà, donc on enrichit avec des nouveaux partenariats, notamment à destination à la fois d'adolescents qui peuvent avoir des troubles psychiques établis ou alors qui sont en situation de crise, mais qui sont accompagnés justement pour ne pas développer de troubles psychiques plus conséquents à long terme. On travaille aussi avec des personnes en gériatrie, pardon, je vais y arriver. Et bien sûr, on continue le travail avec les publics avec autisme, publics qui présentent de la déficience intellectuelle. Voilà, donc ça c'est vraiment des partenariats. On propose selon les partenaires. Alors on co-construit vraiment avec les partenaires, ça c'est très important à dire, on co-construit. Et en fait, on va venir co-construire notamment sur deux choses. La première chose, c'est un peu l'angle d'approche de nos collections qui les intéresse. Donc ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être les repères historiques, ça peut être les repères géographiques, mais ça peut aussi être des choses plus sensibles comme les émotions. On a vu les transformations de la ville comme miroir de l'adolescence. Mais enfin, vraiment, il y a plein de sujets qu'on peut venir aller chercher et on réfléchit aussi à ça avec les partenaires. Et la deuxième chose, effectivement, c'est tous les enjeux de soins qu'on peut trouver. Donc nous, on ne sait pas forcément quels sont les troubles psychiques ou les handicaps qu'ont les personnes. Ça dépend, on laisse le choix. Des fois, bien sûr, c'est très évident, mais d'autres fois, ça ne l'est pas. Beaucoup de handicaps sont invisibles. Et nous, on laisse le choix aux partenaires de nous l'indiquer ou non. On vient plutôt travailler justement, comme le disait Margot, sur des enjeux comme la créativité, comme l'estime de soi, comme le lâcher-prise, comme les interactions sociales au sein d'un groupe, trouver sa place dans une dynamique collective. C'est plutôt des sujets comme ça qui viennent nous intéresser. Et là, on fait vraiment une évaluation à la fois à la fin, mais aussi tout au long, avec des points d'étape, et on essaie vraiment d'ajuster la proposition à partir de ça. Et puis après, on essaye aussi de mettre en place des restitutions. Donc là, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait sur ce projet-là, puisque l'objectif, c'était de le mener sur un certain temps avant de proposer une restitution d'une certaine ampleur. Mais donc, ça sera le cas en juin 2026, à l'occasion de la Semaine solidaire de Paris Musée, qui est une semaine qui met à l'honneur toutes les actions à destination des publics du champ social et en situation de handicap au sein des musées de la ville de Paris. Voilà. Et peut-être pour le détail du contenu des ateliers, si ça vous intéresse, on pourra donner la parole à Sonia qui racontera ça très bien. Voilà. On peut le faire. On peut le faire. Restez debout alors. Non, pas du tout. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Sonia, je suis art-thérapeute, je travaille en cabinet et plus particulièrement je suis les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je suis spécialisée dans l'art-thérapie au sein des musées, passionnée par l'art. Voilà, je suis convaincue que l'art et l'art-thérapie qui a pour inspiration les œuvres d'art peuvent accompagner du mieux possible les personnes qui en ont besoin. Je peux ajouter sur ce que disait Maxime, c'est qu'avant de commencer un partenariat ou des séances d'art-thérapie au musée, comme le disait Maxime, on a une première phase de rencontre avec les partenaires. Donc Maxime les invite à venir au musée, donc ils viennent connaître le musée, on les reçoit au musée. Et puis dans un second temps, on se rend en fait dans le lieu du partenaire. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est aussi déjà un moyen de se connaître. Et comme le disait Maxime, l'art-thérapie au musée, c'est aussi une histoire de co-création. Moi, sans les soignants, sans le musée, sans, j'ai envie de dire, tous les membres du musée, la séance d'art-thérapie ne fonctionne pas bien. On a besoin d'être tous ensemble. Donc on va sur place, on rencontre donc les soignants, les référents et les futurs bénéficiaires. Dans un second temps, je fais une sélection d'œuvres adaptées selon les profils qui nous ont été remis, parce que pour chaque partenariat, en fait, les soignants et les référents nous confient un profil qui peut être plus ou moins sommaire selon ce qui leur semble être indispensable par rapport à ce qu'on doit savoir. Comme disait Maxime, moi je ne suis absolument pas ni médecin, ni psychologue, je suis juste art-thérapeute, donc je suis là pour accompagner dans le fait de communiquer différemment.
je n'interprète rien, et c'est important de le préciser. Une fois que ces profils ont été confiés, on a la sélection d'œuvres que je soumets à Maxime, et puis ensuite Maxime la propose aux partenaires. Ces œuvres, elles sont choisies et sélectionnées en fonction des enjeux, des petits enjeux qui ont été mis en place et des profils qui nous ont été confiés. En général, ce sont plutôt des cycles qui durent sur 12 séances. Pourquoi ça peut paraître long et en même temps c'est pas si long que ça, parce que l'art-thérapie prend du temps, on prend du temps. Et puis c'est un travail, un accompagnement qu'on fait avec les soignants, donc il y a des échanges au fur et à mesure des cycles. C'est vraiment des dispositifs sur mesure. Il n'y a pas de redite. Chaque dispositif est différent et chaque dispositif est créé pour accompagner du mieux possible chaque bénéficiaire. Par exemple, ça ne va pas être le même dispositif pour accompagner un jeune ou un jeune adulte avec trouble du spectre de l'autisme qu'un jeune adulte avec des dysphasies. Par exemple, on travaille aussi avec l'hôpital Sainte-Anne, le dispositif 10-15 pour les jeunes de 10-15 ans en détresse. Donc pareil, le dispositif, tout l'accompagnement a été proposé avec les médecins, les référents. L'hôpital de jour aussi, le CHU Ralino, l'hôpital de jour Lagrange Batelière. Enfin voilà, c'est vraiment des partenariats très différents, très variés, et c'est ce qu'il y a de passionnant aussi, c'est de faire du sur-mesure. Et aussi, tout ça est possible parce que au sein du musée, il y a eu des rencontres merveilleuses qui ont permis de prendre le temps de faire ça, parce que c'est vrai que ça prend du temps. Voilà. Je vais juste préciser ça. Maintenant, je vous raconte en 2 mots la petite séance. En fait, la chance qu'on a au musée Carnavalet, c'est que les groupes sont en général entre 4 et 8 bénéficiaires, plus les accompagnants. Un groupe très varié, comme je vous l'ai dit. On accueille le groupe par une entrée, l'entrée administrative qui est une entrée beaucoup plus intime, donc il n'y a pas de passage de portail de sécurité. C'est vraiment... et dès l'arrivée, les bénéficiaires... je les accueille et j'explique que vraiment c'est une bulle de bien-être, un cocon, un temps pour soi, pour se ressourcer, s'exprimer. C'est une découverte de l'art, de différentes techniques et de soi en fait. Donc il y a un premier temps d'accueil et puis il y a un premier temps d'accueil, puis ensuite on se dirige dans les salles et il y a un premier temps d'inspiration. L'inspiration c'est très vaste et c'est formidable justement le fait que ça soit très vaste. L'inspiration face à l'œuvre en art-thérapie, c'est ressentir, admirer, vivre l'œuvre en fait. Et puis c'est aussi s'exprimer ce qu'on ressent, s'en imprégner. Et puis dans un deuxième temps, on va dans l'atelier, qui est leur atelier, une bulle, un cocon en fait, au sein du musée, très calme, très préservé. Et durant ce temps de créativité, à travers la thérapie que je pratique, moi j'ai été formée à l'art-thérapie contemporaine, donc c'est la créativité psychique, mais j'ai été aussi formée aux Beaux-Arts, et donc je crois aussi en l'acte de faire, de toucher une matière et de la ressentir. Donc cette créativité musée se passe en 2 temps. Il y a un premier temps de créativité psychique qui s'effectue par la manipulation d'objets, et c'est un temps à travers lequel les bénéficiaires sont bercés par, ça peut être des musiques, des sons, des poèmes, mais aussi il y a toute une stimulation olfactive. Je travaille avec un coffret qui a été utilisé depuis 20 ans en fait dans les hôpitaux, avec des odeurs vraiment sur lesquelles on a des retours au niveau médical. Et donc il y a tout un panel de stimulation en fait. Au début, ce temps peut être très étonnant. La même chose que ce qui a été dit, quand certaines personnes ou les accompagnants, par exemple en séance d'art-thérapie, que ce soit des personnes du musée, Maxime de temps en temps vient aux séances d'art-thérapie, mais d'autres personne n'est là en observateur en fait. On vit tous le moment, tous ensemble, et voilà, je travaille avec le musée de la Marine, et c'est vrai qu'on est un équipage pendant une séance d'art-thérapie. On est tous ensemble et chacun vit la séance ensemble. Donc il y a un premier temps de créativité psychique, pour lâcher prise, pour justement prendre ce temps de s'écouter, et ce silence qui fait du bruit parfois. Et puis un deuxième temps de créativité artistique, où là c'est une découverte de la matière en fait.
Donc chaque matière en art-thérapie est choisie aussi en fonction des profils qui nous ont été confiés et des petits enjeux. En art-thérapie que je pratique, il n'y a aucune notion de bienfait ou de malfait et aucune interprétation. Donc c'est juste un moyen de communiquer, de s'exprimer autrement. Voilà. À la fin de la séance, il y a une proposition de partage, parce que c'est déjà un cap d'accepter de partager ce qu'on fait, ou pas. Il n'y a aucune obligation, ce sont juste des invitations. Mais on a constaté, suivant différents accompagnements, même l'hôpital Sainte-Anne, quand ils sont venus, au bout de quelques séances, on a constaté que même des jeunes qui étaient en détresse, dès la deuxième séance, certains avaient vraiment envie de partager. Et moi, je les accompagne juste dans le mode d'expression. Voilà. Quoi d'autre? Après chaque séance, j'effectue une synthèse que je remets à Maxime et au médecin qui suit ou au référent. Et puis, il y a des bilans à mi-parcours et une restitution à la fin. Voilà. Okay. Je trouve ça extraordinaire parce que moi j'ai fait une formation pratique d'art-thérapie à Sainte-Anne en 2015-2016 et donc je disais que je travaillais dans un musée et donc je demandais conseil à tous ces formateurs là de Sainte-Anne. Alors maintenant, comment est-ce que je peux faire? Parce que moi, j'ai commencé un petit peu dans mon coin avec l'hôpital de Dreux, mais je ne sais pas trop. Donc, comment est-ce que je peux travailler avec des patients dans un musée, faire de l'art-thérapie? Donc j'attends toujours la réponse. C'était, voilà, il y a à peine 10 ans, c'était tout à fait antinomique. Musée, art-thérapie, ça se mélangeait pas. C'était pas possible, c'était même pas en rêve. Et aussi mélanger, parce que j'entends depuis tout à l'heure la musique, les poèmes, les médiations sensibles, l'hypnose. Et donc ça c'est pareil, quand je disais mais alors on peut donc mélanger des médiums, devant un tableau par exemple, on peut écouter de la musique et puis en même temps peut-être écrire un poème, voilà. Et ça... C'était pas possible non plus. On mélangeait pas, rien. Et on n'allait surtout pas dans un musée. Donc voilà, je trouve ça extra. Merci. Donc on a vu que la question du bien-être au musée, elle soulève des enjeux liés à la méthodologie, aux différentes pratiques. À la contextualisation également. On ne peut pas appliquer un protocole dans un musée A, dans un musée B, etc. Et on a parlé des différentes pratiques avec la poésie, etc. Moi j'ai une avant-dernière question, puisque l'heure tourne vite. C'est à votre avis, ou en tout cas pour vous, vers quoi le bien-être au musée doit-il tendre aujourd'hui en fait? Parce qu'en fait on en parle depuis plusieurs années désormais, mais quels sont peut-être les prochains objectifs, en tout cas que vous souhaiteriez voir apparaître? Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut se lancer, ça peut être parfois aussi un questionnement politique de l'institution. Ouais. Allez, c'est parti. Pour moi, ce qui est important, et tu le rappelais au départ, c'est de bien prendre en considération cette définition de la santé qui inclut le champ social. Donc on est dans des endroits différents. La motivation pour moi à travailler du côté de la médiation sensible, c'est une espèce de anti-histoire de l'art. Moi j'ai la chance d'avoir fait un master en philosophie de l'art, mais je sais aussi que il y a des personnes qui ne sont pas professionnelles de la culture, donc qui n'ont pas à posséder ces savoirs, qui peuvent les posséder, mais qui n'ont pas ce devoir-là, et pour qui le musée est un endroit de mal-être profond. C'est un endroit où ils se sentent exclus fortement. On les amène avec l'école, les vigiles les suivent, il y a eu des choses comme ça, c'est vrai, ça se passe. Et du coup, il y a quelque chose à travailler sur
l'ensemble du lieu. C'est-à-dire qu'on entend des professionnels dire venez, c'est à vous les œuvres, c'est un lieu public, c'est un bien public, c'est important de l'entendre. C'est-à-dire qu'en dehors du fait que chacun, chacune soit accueilli, quelle que soit sa condition psychique ou physique, qu'on y pense dans le général. En dehors des projets, moi j'ai étudié à Montpellier, le psychanalyse des danses, ça a été beaucoup fait par Mathilde Monnier à ce moment-là, avec l'hôpital psychiatrique de Montpellier. C'est des choses, en fait, c'est à la fois ancien, mais ça ne s'est jamais généralisé. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un 3e âge ou un 12e âge de la santé et du musée qui sans cesse revenait. Et ça, je trouve ça un peu dommage, c'est-à-dire que tu disais, les équipes changent à l'hôpital, pas forcément à la direction du musée, pas tant que ça. Et donc on pourrait imaginer que réellement ça s'inscrive dans du long terme et que ça s'adresse donc à la fois, et moi je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que à la fois, et c'est pas facile à évaluer, c'est pas facile à catégoriser, mais c'est à la fois des publics spécifiques, et c'est fait pour eux, et c'est pensé pour eux, et on sait un peu ce qu'il faut éviter, et c'est pas n'importe quoi, n'importe qui, quand c'est doux et beau, voilà. Mais à la fois pour des publics généraux, dont ce serait une erreur, selon moi, de préjuger qu'ils vont bien. Voilà, on est dans une société où les gens vont pas bien. Les gens sont en grande souffrance mentale. Il n'y a plus de place pour les enfants dans les services de psychiatrie. Donc, préjuger que les gens vont bien, c'est un peu étrange. Moi, j'ai mis en avant longtemps l'art est une garantie de santé mentale, parce que j'aime bien Louise Bourgeois, et que pour moi, ça a été une garantie. Pour moi, ça m'a aidé. Mais il y a des gens à qui ça ne fait pas du bien. Voir une œuvre, ça leur donne juste l'impression qu'eux ne sauraient jamais faire ça, ou qu'eux l'ont fait, mais que vu d'où ils viennent, eh ben, ça ne sera jamais exposé dans un musée. Et c'est plus de gens qu'on ne croit qui vivent ça. Donc, il me semble que il y a vraiment besoin de faire des tas de petits points, c'est du pointillisme, mais aussi du général. Voilà, et c'est vrai que tout à l'heure, j'étais un peu embêtée, mais on ne peut pas juste se dire, et moi je le vis, et ça me fait sourire, et c'est très drôle que ça m'arrive, tiens, on va mettre un peu de Juliette Vergara-Liberté dans notre programmation, c'est sympa. Et c'est bien, ça a été un peu validé par des grandes institutions. C'est pas OK si par ailleurs, on ne fait pas attention en termes d'équipe. Alors, j'en ai déjà parlé, mais au bien-être de l'équipe. Parce que moi, voilà, il y a des endroits où j'interviens, on se soucie du bien-être des publics. Enfin, les gens qui y travaillent, ils auraient besoin qu'on prenne un peu soin d'eux aussi. Voilà. Et ça me semble le plus important, c'est-à-dire se rendre compte, quand on travaille dans un musée ou quand on est professionnel de la culture, l'art étant encore autre chose, voilà, de se rendre compte que c'est un lieu qui est principalement oppressif, qu'on accompagne des adolescents dans une exposition sur le portrait, et qu'un des adolescents demande à la médiatrice, dit à la médiatrice, dans tous ces portraits, il n'y en a pas un seul qui me ressemble. Bon, la médiatrice a été renvoyée parce qu'elle n'a pas bien su répondre, et c'était une prestataire extérieure. Encore un autre problème. Mais c'est difficile de travailler avec des équipes quand il n'y a pas d'équipe et que ce sont quasiment tous des prestataires extérieurs. Donc il y a vraiment cette chose-là d'y penser à tous les niveaux et de soi se dire ce lieu peut être oppressif pour un tas de gens. Que ce soit les personnes qui n'ont pas de place sur des chaises trop étroites, que ce soit pour les personnes qui, âgées ou malades, même invisibles, ne peuvent pas marcher pendant 2 heures sans s'asseoir. Donc ça progresse énormément, mais se rendre compte de l'oppression symbolique énorme du lieu musée. Voilà. J'avais envie de dire ça, c'était tellement l'occasion, ça fait beaucoup de bien. Laure ou Maxime, on va commencer par là. Merci. C'est la question de l'accompagnement en fait. Si vous mettez de l'empathie, si vous créez des liens d'attachement avec l'autre, pas plus tard qu'il y a 15 jours aussi, une maman me dit à l'hôpital, Sandra dit mais en fait l'important c'est d'être, si vous aviez amené le catalogue des œuvres et puis prenez et on va vous accrocher le tableau, c'est pas pareil que vous êtes là, vous nous ouvrez des perspectives en mettant en conversation nos 3 imaginaires, celui de l'enfant, c'est l'enfant mais aussi chez l'adulte, je travaille. Donc c'est vraiment une question d'accompagnement.
Et j'ai mon nombre d'histoires où j'aimais pas l'art, où j'aimais pas. Et puis en fait, mais si, en fait. Ah, mais en fait, des agréables surprises. Alors, parliez de pourquoi pas. Moi, mon moteur de recherche, c'est et pourquoi pas. Et pourquoi pas qu'on pourrait. Alors, par rapport à votre question, et pourquoi pas que dans le dossier médical, à l'entrée de l'hospitalisation, on mettait un passe culture à tous les soignés. Et bien évidemment aux proches et aux soignants aussi, parce que le soignant va aussi pouvoir goûter à ce passe culturel. Voilà, une idée parmi tant d'autres. Parmi tant de rêves. Oui, bien sûr, c'est une belle idée. Maxime, tu voulais rebondir ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que je suis assez d'accord avec, même totalement d'accord avec le discours de Juliette, et je trouve que c'est important de le dire. Et donc la question c'était vers quoi le bien-être au musée doit-il tendre concrètement ? Concrètement, je pense que ça doit tendre à nous, professionnels de musée, nous décentrer de nos habitudes et arrêter de dire des choses comme le musée c'est le beau et donc tout le monde s'y sent bien. Je pense que c'est trop facile en fait et que c'est pas vrai du tout. Et par exemple, pour beaucoup de gens, c'est source de complexe parce qu'on n'a pas les codes, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas assez de connaissances, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas les codes sociaux, et donc en fait, on se sent vite mis en défaut, et donc en fait très mal. Et de tenir un discours en tant que professionnel de musée en disant c'est beau, donc on est bien. Et c'est un peu mettre de côté toutes ces personnes-là et ajouter comme une sorte de culpabilité à pourquoi moi je ne m'y sens pas bien, pourquoi moi j'y trouve pas ma place. Et non, justement, il faut qu'avec ces questions de bien-être et de mieux-être, on se penche sur cette inclusion de tous les publics, selon le terme qu'utilisait Direct tout à l'heure, et vraiment dans une notion de, effectivement, ne pas adopter un positionnement neutre, mais vraiment aller vers, être dans une écoute active et sincère et réelle et une écoute des personnes concernées. Et donc voilà vers quoi on doit tendre. On doit tendre vers le fait que ces pratiques-là, elles infusent toutes nos autres pratiques. Moi j'ai beaucoup appris, vraiment beaucoup appris depuis que je mets en œuvre ce programme d'art-thérapie au sein du musée. Pas seulement pour justement ces partenariats, mais vraiment pour toutes les pratiques de médiation, pour tous les outils de médiation et visites que je mets en place. Et j'ai aussi appris à me placer dans la position où j'entends aussi la parole de plein de personnes différentes. Et on apprend vraiment en faisant ça. Et je pense, et c'est aussi un des enjeux de mon poste, qu'il y a une chose à faire aussi sur le participatif et le bien-être et mieux-être. Et sur petit à petit aller vers plus de co-construction, co-création au sein des pratiques de bien-être qu'on met en place au sein des musées et de les penser en fait avec des personnes expertes de ces sujets-là dans le cadre de partenariats, mais aussi pour tous les publics. Voilà, et une notion sur laquelle on se penche de plus en plus au sein du musée Carnavalet, c'est la notion de vulnérabilité des publics. Comme le dit Juliette, beaucoup de gens ne vont pas bien, et c'est pas parce qu'on n'est pas effectivement accompagné par une structure spécialisée dans la santé mentale ou dans le handicap qu'on va bien. Donc beaucoup de gens aujourd'hui ont besoin qu'on prenne soin d'eux, et ça peut être le rôle d'un lieu comme le musée si on met vraiment en place les conditions pour que ça soit le cas, et si on arrive à sortir de nos réflexes et de nos habitudes le musée c'est toujours bien. Voilà. Et après Delphine, je te laisse parler. Du coup, je vous invite vraiment à lire par rapport à ce que vient de dire Maxime, Joan Tronto, Un monde vulnérable, qui ne parle que de ce qu'elle vient de dire et justement de cette notion de vulnérabilité. Je voulais juste, je suis d'accord. 100%. Ta question, c'était bien le frein. Vers quoi, à ton avis, quelles sont les perspectives ? Ah oui, mais tu as parlé de frein. Non. Tu n'as pas parlé de frein ? Par contre... c'est la question d'après. Non, vas-y. Non, c'est parce que parce que j'ai une dernière question et après on va devoir... ça va ensemble, c'est parce qu'en fait on n'a pas parlé de politique, donc ce qui peut... Donc alors si on... Donc positivons. Donc ne parlons pas de frein, mais donc parlons de mise en avant, de motivation des troupes.
quand même, nous sommes un musée municipal, c'est quand même, on bataille quand même tous les ans pour continuer à maintenir notre partenariat. En fait, c'est le soir du vernissage, je le dis toujours, mais parce que c'est toujours important. Hein, c'est le soir du vernissage que notre élu à la culture nous dit « Mais bien sûr, nous recommençons les conventions pour l'année prochaine. » Et donc c'est pas parce que ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on va prendre conscience que le musée, que c'est quelque chose de compliqué à aborder, qu'il faut essayer de désacraliser, qu'il faut s'adresser au plus grand nombre, qu'il faut faire de l'accessibilité. Nous, on veut bien faire plein de choses, mais on n'est pas toujours forcément aidé. C'est la question du maintien. Comment maintenir le bien-être, le care à l'intérieur. C'est ça, et c'était la question du maintien. Et on va conclure, puisqu'on arrive à la fin, par une dernière question. Et là, vraiment en un mot, en une phrase, je vous demanderai juste de nous dire pour vous, parce qu'on parle de bien-être, mais on pourrait faire une définition apophatique du bien-être en disant qu'est-ce que le mal-être ? Quels sont pour vous les pourvoyeurs de mal-être en termes de dispositifs, d'habitudes, de structuration à éviter au musée à partir de 2025 et sur lesquels on peut travailler en fait dès aujourd'hui? Vous avez un peu toutes répondu, mais... Alors en un mot, moi je dirais tous les mots qui évoquent l'idée d'une hiérarchie de valeurs entre les publics et donc une infériorité de certains publics. Je vais donner un exemple d'un terme qui est beaucoup utilisé, qui est le terme public éloigné des pratiques culturelles. Public éloigné des musées si on veut, mais pratiques culturelles, tout le monde a des pratiques culturelles, donc aucun public n'est éloigné des pratiques culturelles. Alors ça revient presque au même, et moi c'était en fait trop d'inclusion tue l'accessibilité. Ça peut mettre en marge certains publics, alors que l'accessibilité c'est vraiment pour tout le monde. Et travailler trop sur l'inclusion, je pense que c'est peut-être un peu dangereux. Je suis d'accord. Alors moi en fait je fais du musée, donc c'est les soignés qui pourraient vous parler de leur musée dans leur chambre. Ce que je peux faire, mais bon c'est pas en un mot, donc il n'y a pas beaucoup de temps là, donc peut-être par rapport à la prescription poétique que je vais faire aujourd'hui, peut-être avant ça je pourrais vous lire une lettre qui est vraiment exceptionnelle d'une soignée qui s'est donc prescrit une œuvre qui s'appelle Buster Keaton, d'un street artiste qui s'appelle Big Ben à Lyon, et pour la très belle histoire, cette fin d'histoire, c'est que cette dame, donc on a été interviewé un documentaire à la RTBF, à la télé belge, et donc cette dame, pour l'occasion, qui a été interviewée, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle s'est auto-prescrit ce tableau, parce que c'est que des dons, j'ai fondé une association, et c'est des dons qui sont à l'association, donc elle ne pouvait pas l'avoir, donc elle s'était auto-prescrit, en fait, ce tableau qui est maintenant, non pas dans sa chambre, mais dans son salon. Voilà, donc le musée déborde, va jusqu'au domicile, voilà, si je pouvais répondre à la question du musée. Ok. Le mal-être. Qu'est-ce qui crée directement du mal-être au musée? C'est ça. Qu'est-ce qui va produire du mal-être et qu'on peut éviter rapidement? C'est beaucoup. Beaucoup, ça c'est une longue histoire sociale, mais je pense que c'est dans chaque façon. Pour moi, comme je ne suis pas inclus dans des choses où on travaillerait avec de l'évaluation, avec des cycles, avec des soignants. Je pense que, et chaque conférencière peut le faire, chaque personnel d'accueil, c'est choisir les mots que l'on utilise. C'est-à-dire que, dans ce que je fais, ce qui moi, permet de poursuivre mon objectif de santé mentale un peu partout, tout le temps. Alors juste, je veux dire que c'est formidable le bien-être au musée, c'est bien que le soin reste à l'hôpital, dans les lieux d'éducation, on voyait bien quel est le problème, c'est-à-dire qu'on se retrouve à demander du mécénat privé pour faire du bien-être au musée quand il n'y a plus de budget dans les hôpitaux. Enfin, je veux dire, voilà, la politique, elle est très clairement dans les chiffres, dans où est-ce qu'on va chercher l'argent, quand est-ce qu'on sait.
Et du coup, c'est vrai qu'il y a des effets comme ça de mode qui font qu'on peut aujourd'hui aller au musée, payer un atelier, qui était une pratique extrêmement courante et habituelle dans les écoles maternelles pendant des années. Mais dans les écoles maternelles, en tout cas à Paris, on ne peut plus vraiment aller au musée. Ça a été déplacé sur le temps périscolaire et qui appartient à la mairie. Il y a des vraies questions comme ça. Voilà. Bon, hein. Je pense donc faire attention aux mots. Il y a des formations sur ça. Même l'armée a des formations pour faire attention aux mots que l'on utilise pour blesser le moins de gens possible. Et je pense que à minima ne pas nuire, ça fonctionne, et qu'il y a des discours qui font qu'à la seconde où on entre quelque part, au moment où on lit le texte, on sait que ça ne s'adresse pas à nous. Et que, alors, bon, il y a des nous, on est plus habitués en permanence s'identifier à l'autre, alors on s'en sort plus ou moins, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que c'est vraiment le langage, le discours. Donc il y a beaucoup de textes dans un musée, il y en a vraiment beaucoup, du cartel au texte de salle, à ce qu'on distribue. Juste faire attention à ce qu'on y met. On parlait de hiérarchie, des publics. C'est très fort dans beaucoup d'endroits, et donc voilà, à l'intérieur de la visite, c'est juste dire autorisez-vous. Et ça ne se réussit pas. C'est des petites choses. C'est pas forcément grand, mais ça, je pense qu'on peut exclure les gens à la manière dont on leur dit bonjour. Merci, merci beaucoup à toutes les 5 pour vraiment cet échange très riche. Bien écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Si vous avez des questions ou si vous n'avez pas de questions, peut-être que ces questions peuvent se faire autour d'un café. Vu l'heure, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Peut-être prendre une ou deux questions. Je sais pas. Oui, il y en a effectivement, on peut prendre quelques. Je vais en éteindre un des deux, je pense qu'il y a une interférence. Arsène. J'avais pas les bras. Oui, effectivement, donc pour ceux qui ont des questions, je vais passer le micro. Des questions ou des réactions, des réflexions. La première est toujours difficile. Très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Marie Vautier, je travaille pour le département des Yvelines et je voulais réagir à ce que disait Madame Mayoud sur l'idée d'un pass culture pour les soignants. Au département, on est en train de mettre en place un système de prescription muséale qui s'étendra à 18 musées. Et quand j'ai présenté ce projet à mes collègues de la direction de la santé, leur réaction numéro 1, ça a été de me dire c'est excellent, mais est-ce qu'on pourrait en faire profiter les infirmiers ? Donc effectivement, le mal-être, il n'est pas que chez les personnes en situation de handicap. Un autre constat, c'est que les grands absents des musées à l'heure actuelle, ce sont les actifs. On perd tous nos on perd la majorité de nos publics entre 20 et 40 ans à l'heure actuelle. Et peut-être qu'on sera vraiment dans un musée du Caire le jour où ces publics seront de retour dans les musées. Oui, si l'un d'entre vous veut réagir par rapport à la... Je pense qu'il vaut mieux que tu utilises Eh ben, merci. Moi, j'aime ces conférences. Parce qu'on apprend de belles nouvelles grâce à des personnes comme vous. Donc j'ignorais. Bravo à vous. Il faut continuer dans ce sens-là. Merci. Pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez par rapport à la tranche d'âge, qu'effectivement, les musées, et puis on parlait également effectivement
d'inclusivité au musée, c'est vrai qu'on voit se développer effectivement aussi les visites bébés. Et les visites bébés, moi je trouve que c'est vraiment une porte d'entrée assez intéressante parce que au-delà de l'accessibilité aux tout petits, ça permet l'accessibilité aux parents en fait. Aux parents qui effectivement, de par des enfants en bas âge, se refusent parfois également l'accès au musée. Et ça sert également de porte d'entrée justement aux parents qui parfois ne sont jamais entrés dans un musée, qui justement, voilà, on parlait de cette violence symbolique en fait que peut représenter le musée et qui en fait via des médiations à destination des enfants qui sont plus basées sur le sensible et moins sur l'histoire ou sur une compréhension quelconque de l'œuvre, vont un petit peu désacraliser finalement et permettre une porte d'entrée plus sensible en fait aux œuvres d'art et sereine à l'institution en tant que telle. Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont des remarques, des questions Si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Bonjour, Frédéric Lopez, je suis photographe. Et je voulais rebondir sur, justement, je fais partie de la tranche d'âge des personnes qui ont la quarantaine. Et grâce au musée et aux happy hours, j'ai pu découvrir les œuvres autrement, avec beaucoup de, de découvertes, mais olfactives, notamment la découverte de certains vins. Et il y a eu un lien très fort entre les œuvres, ce qu'on a goûté, le partage d'expériences des vignerons. Et ben voilà, c'était vraiment très très chouette. Et ça permettait d'aller chercher autre chose qu'une visite au musée. Ouais. Merci, effectivement, le Happy Hour, c'est une proposition voilà, qui a 2 ans maintenant. En fait, chaque été, on propose tous les mois un Happy Hour en fait, qui propose donc une courte dégustation en lien avec des œuvres. Une présentation des œuvres, ça commence d'abord par la visite, suivie d'une dégustation donc en lien avec les œuvres. Voilà, parfois choisi d'ailleurs par les vignerons même qui nous expliquent leur choix et ça permet effectivement notre porte d'accès également au musée, aux œuvres et puis effectivement le fait que l'horaire soit différent aussi, je pense que ça amène peut-être une perception un petit peu différente du lieu et de rapport aux œuvres aussi effectivement qui peut être un peu différent. En dehors des heures de travail, oui, en dehors des heures de travail aussi. Non, mais c'est vrai. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, il y a une question aussi bien sûr d'horaire par rapport aux actifs, bien sûr il y a cette problématique de... Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Alors bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à cette invitation-là. Moi je m'appelle Jules Colli. Je viens de Metz, de très loin, là-bas. Du centre Pompidou Metz, peut-être que certains le connaissent. Donc je suis en charge du développement des publics et de l'accessibilité. D'abord, merci pour l'invitation, Camille Claudel. Depuis 3 ans, je suis invitée. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de venir. Et donc, je découvre la ville et le musée. Une belle découverte. Merci pour ça aussi. Moi, c'est plutôt une contribution. C'est juste vous partager un peu ce qu'on fait à Metz, hein, mais rapidement. Des propos qui viendraient compléter ce qui s'est dit ici. Le bien-être au musée, le thème intéressant au musée, mais moi je dirais plutôt le bien-être dans la société, parce que, comme vous le savez, hein, le musée reflète, les établissements culturels reflètent toujours la société. Et vous le savez bien, en France particulièrement, dès qu'il y a des événements douloureux comme le Covid, ou les temps de crise, les gens se refusent dans des établissements culturels comme les musées. Les gens vont se ressourcer là-bas. Donc, pour nous, l'accessibilité, en tout cas au centre Pompidou Metz, on le conçoit comme quelque chose qui va au-delà de l'handicap. C'est l'accessibilité, et on ne la limite pas juste à l'handicap, on la prend vraiment de manière très très large. Juste un exemple, on va travailler par exemple avec le clergé. Le clergé, pourquoi? Parce que c'est des personnes, entre guillemets, on va dire ça comme ça, qui, pour nous, bon, on est un établissement d'art moderne et contemporain, déjà, il y a un frein qui se crée naturellement pour nous dans ce type d'établissement-là. Donc, quand on est venu, on a remarqué qu'il y a d'autres professions qui sont aisées, mais qui ne viennent pas au musée.
le clergé, on va prendre l'association des médecins, certains médecins, ils ont du mal à traverser, aller vers les établissements d'art moderne et contemporain. Donc pour nous, l'accessibilité concerne aussi ces personnes-là. Donc on ne la lie pas forcément à l'aspect handicap ou à l'accès psychique. Donc elle traverse tous ces espaces. C'est pour cela, juste pour compléter ce qui est dit ici, c'est intéressant aussi dans notre conception de l'accessibilité de ne pas limiter ça justement à l'aspect médical, psychique ou handicap ou social. C'est important de le prendre beaucoup plus large parce que ces personnes-là, souvent, ils sont aussi en souffrance. Tout à l'heure, la dame disait, j'oublie son nom, que la souffrance, elle va beaucoup plus loin que ce qu'on peut concevoir. C'est pour cela c'est important nous de concevoir l'accessibilité de manière très 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 large. On va travailler aussi avec les détenus, hein, c'est important aussi. On va travailler avec les maisons de retraite, c'est très très important. On va travailler avec les polyhandicaps. Donc vous voyez, l'accessibilité, elle est vraiment large. On n'aura pas tout le temps de développer ça ici. Mais en tout cas, ce qui est important, ce bien-être là, elle va au-delà. Ce bien-être là, elle nous concerne nous tous. Parce que nous aussi, en faisant ces visites-là, en accompagnant ces personnes en situation de handicap-là, on y gagne aussi. Parce qu'on apprend avec eux, on a notre bien-être aussi en faisant ces visites-là. Donc ce n'est pas seulement les gens qu'on accompagne, mais pour nous aussi, en tant que professionnels, en tant que médiateurs, c'est très important qu'on inclue cet aspect-là dans le bien-être dans les musées. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup et puis merci effectivement pour nous avoir souligné l'importance de l'accessibilité aussi du clergé. Effectivement, c'est un aspect qu'on n'avait pas balayé. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant une